Salut, c'est Thomas et bienvenue dans cette news créative qui va être un petit peu longue a priori, je vous préviens, parce qu'on va parler d'un sujet passionnant et je pense qu'il va vraiment vous intéresser. Je vais parler d'impression 3D multicouleur, alors pas comme le filament multicouleur, etc., mais là vraiment du multicouleur. Et en fait mixé avec de l'impression UV. Depuis quelques temps, vous en voyez ici et là, avec notamment le Fimec, j'ai fait le test sur la chaîne. Je suis en train, je vous le dis aussi à toute transparence, de tester la version l'Omni One de chez Xtool depuis environ un bon mois. Et là, un nouveau venu vient d'arriver, Aegir's avec la série G1. Et on va le découvrir au fur et à mesure. C'est une imprimante 3D UV qui est capable d'accumuler les couches les unes par rapport aux autres et donc pour accumuler des strates de couleurs. Et en fait, le Fimec comme l'Omni One sont capables d'imprimer en fait du bas-relief. Voilà, ça va accumuler ces couches de couleurs et donc donner du relief jusqu'à 2, 3, 5 mm. Il y a d'autres machines qui annoncent du 15 mm. Mais en fait, cette technique-là, c'est la même que les imprimantes multicouleurs, multijet, voilà, c'est la même technique, sauf que la Aegir's arrive avec une imprimante qui fait de l'UV, et donc impression UV à plat classique bas-relief, mais qui est capable d'aller jusqu'à de la vraie impression 3D. Et ça, c'est un gros changement, parce qu'on va parler du prix, notamment à la fin de la vidéo. Ça devient vraiment super excitant, en tout cas pour moi. Donc, en quelques mots aussi, l'impression UV, ce sont des encres multicouleurs qui sont capables d'accrocher sur quasiment tous les matériaux. On va le voir donc dans quelques instants. Ce qui veut dire que là, en fait, on va pouvoir imprimer avec une machine comme ça sur, on va dire, du bois, de l'ardoise, du plastique et ce genre de choses, mais d'aller effectivement sur une dimension vraiment supérieure. Bref, trêve de blabla, on va voir un petit peu tout ça. Donc, c'est la série G1. Vous allez voir, en fait, il y a deux types. Il y a la G1 et la G1X. Ça va être, a priori, un Kickstarter, à prendre ça avec des pincettes. Maintenant, Aegir, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est une marque, j'ai déjà testé leur machine. C'est une marque qui est très sérieuse, donc il n'y a pas vraiment de risque, on va dire, de scam, si on peut le dire. Bref, donc on découvre un petit peu tout ça. Donc dans les grandes lignes, voilà, 10 millions de couleurs, ce qui veut dire qu'on va être capable d'avoir de la vraie couleur avec des vrais dégradés, contrairement à l'impression filament, autocalibration. L'élément aussi très important, c'est la surface et surtout le volume d'impression, 422 par 333, donc on est sur du A3+, ce que font donc les autres imprimantes, jusqu'à 13 cm de hauteur. Alors oui, bien sûr, il y a des limitations sur la hauteur, mais on va en reparler par la suite. Et surtout, c'est que là, il y a l'impression couleur, mais aussi de la gestion de transparence. Et oui, c'est une question d'encre, tout simplement. Donc là, ils indiquent effectivement c'est la première imprimante UV et 3D. Alors non, il y en a d'autres, mais on va dire desktop comme ça et tout. Ouais, c'est vraiment la première. Bon, il y a différentes choses, de l'IA, des modules et tout. Bref, on va voir ça au fur et à mesure. Donc, voilà, en quelques mots, et c'est moi ce qui m'intéresse le plus dans cette machine, c'est la partie impression 3D, donc couleur. Vous voyez ici, alors là, hop, on n'a pas vraiment la même image, peu importe. Vous voyez donc ce caméléon, on a la texture, on a du grain, on a de la couleur. Là ici, on a plutôt de la miniature. Alors, vous remarquez ici, on a du micro-détail, de la couleur. C'est un petit peu fade. Quand même, c'est un petit peu le truc, un petit coup de vernis pourrait être pas plus mal. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais si vous savez pas faire de la peinture, c'est déjà 10 000 fois mieux que n'importe quelle peinture pourrie que vous pourrez faire. Là, ici, il y a le mode de transparence. Ça, par contre, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est quasiment de la résine transparente mélangée avec du pigment, donc pour faire des dégradés de couleurs ou alors faire un mix de l'ensemble. Remarquez quand même ici la notion de volume. Et oui, on parle plus d'encre à plat, mais vraiment d'impression 3D. Donc, la quantité de matière première utilisée va être relativement importante. Ou alors, là, vous avez d'autres modèles. Ici, on va dire, plutôt professionnel, de reconstitution archéologique, ce que vous voulez. Là, un espèce de sabre techno-futuriste moderne, je sais pas comment on peut dire, comme un cœur comme ça en dessous. Là, la taille, c'est difficile de l'évaluer. Donc, est-ce que c'est fait en plusieurs fois, est-ce qu'il est plus petit qu'il en est? Vous vous rappelez, on est quand même limité en termes de taille, mais on peut imprimer comme ça, à l'horizontale. On a quand même un 44 de profondeur par 33, donc par 13 de hauteur. Si l'objet rentre sur un volume à plat, on peut faire quand même des grands objets, même plus grands que certaines imprimantes 3D résine de grande taille à l'heure actuelle. Bon bref, on va découvrir un petit peu tout ça. Là, il parle de la technologie. Donc c'est vraiment l'imprimante qui va déposer de l'encre couche par couche, les unes après les autres. Attention,
Le système, contrairement à l'impression résine qui fait tout le plateau d'un coup, là c'est comme une imprimante jet d'encre, ça prend du temps. Une impression bas-relief classique en impression UV, on peut facilement passer sur genre les pizzas telles qu'on le voit ici, faire du bas-relief de quelques millimètres, on peut facilement y passer 45 minutes à 1 heure. Donc là, ça va sûrement prendre du temps. Bref, très très intéressant là-dessus. Alors bien sûr, il y a le marketing qui vous met tout ça en avant, qu'il y a des couleurs beaucoup plus riches, et c'est vrai qu'entre l'impression UV et du FDM qui est limité à 4 couleurs, et vous m'excusez, je vous épargne maintenant les 8 couleurs qui vont arriver, ou le full spectrum où on magouille des choses, là on a vraiment une vraie gestion de couleurs, de quadrichromie, donc on ne peut pas comparer les choses, là l'UV va vraiment être au-dessus. Alors là ils annoncent, et ça j'avoue que ça peut être relativement intéressant, des surfaces très très douces, et oui on peut voir sur les imprimantes UV au bas-relief, un petit peu de grain des fois, donc là je suis curieux vraiment de voir ça en vrai. Donc là il parle aussi du bleeding, la précision des couleurs, bah oui le bas-relief, plus votre modèle va être haut, les angles peuvent légèrement bouger, un truc bête, bah oui elles sont déposées sur de la hauteur, ce qui va pouvoir déclencher des fois des petites variations sur le côté. Donc là si on n'a pas de bleeding, donc voilà ces bavures de couleurs, ça va vraiment être bien. Si on continue, la transparence, j'en ai parlé il y a quelques instants, ça peut être relativement cool pour des choses très spécifiques, mais là, ça va avoir un coût aussi non négligeable. Mais l'intérêt, c'est qu'au moins, on n'a pas besoin de support pour ce genre d'impression. Et voilà, le point qui est pour moi aussi le game changer, pour passer moi l'expression, c'est que vous allez avoir une matière dédiée au support. Et ça, c'est vraiment la grande force du multijet, un peu comme le SLS, le SLM, l'impression sur du plastique en poudre ou métal. C'est que, enfin encore le SLM, pas vraiment, c'est que là, vous avez une encre qui est utilisée pour être du support. Et là, dans le cas présent, c'est de l'encre qui va se dissoudre, typiquement, voilà, à l'eau, Water Soluble Supports. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas les petites pointes de support, et quand vous allez donc dissoudre ces supports, vous aurez votre print sans aucun post-process par la suite, éventuellement mettre du vernis ou un truc comme ça, mais pas de traces de support et tout. Ça veut dire que votre impression est quasiment, voire complètement prête à l'emploi une fois que vous avez terminé l'impression et que vous avez dissous ces supports. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, vraiment, je trouve ça ultra intéressant. Bref, là, on a un petit peu des petits exemples. Vous voyez, faire de la couverture de livres en bas-relief et tout, vous allez donner une richesse beaucoup plus importante. Vous allez pouvoir imprimer sur du cuir directement. Là, vous voyez, on est plutôt dans la section maintenant UV printing. Impression UV plutôt à plat 2D&demi. On a quitté le mode d'impression 3D. Là, voilà, il parle vraiment de dire que lorsqu'on imprime du bas-relief, on monte jusqu'à 5 mm. C'est largement suffisant, croyez-moi, pour voilà, donner de la richesse à vos créations. Là, ils annoncent aussi, et ça c'est aussi un point technique et super important, donc une impression 3 fois plus rapide, parce qu'ils utilisent notamment une tête Epson, la i3200, qui est la même que la i1600, que moi j'ai par exemple dans l'appareil printer de Xlook, une imprimante DTF. Là, en fait, vous avez le double de buse. C'est la même qualité, et c'est l'intérêt aussi, c'est que ces têtes Epson, ce sont des têtes standards que l'on peut acheter dans le commerce. Vous avez, pour exemple, X ou Y, c'est du consommable ces têtes d'impression, faut pas l'oublier, mais vous devez changer la tête, c'est-à-dire que vous pouvez acheter une tête n'importe où, enfin pas Carrefour certes, mais pour je dirais cette Epson i3200. Donc ça c'est vraiment très très bien. Maintenant il faudra voir un peu plus tard si c'est du simple ou double tête, mais voilà, ça c'est un très très gros plus pour la machine. Donc là il parle de la résolution 1440 par 2400 dpi, donc on monte très très haut en résolution. Bon, je vous épargne le côté colorimétrie, les profils ICC, etc. Là voilà, il y a un gamut relativement large, enfin voilà, genre de choses. Là il vous montre donc des exemples, bien sûr à chaque fois entre les autres et eux qui sont forcément meilleurs. Voilà, donc la résolution à voir avec les autres, mais c'est vrai que le côté petit grain ici, je l'ai déjà vécu, notamment sur le FIMEC, à voir ce genre de choses, l'affidité des couleurs et bien sûr la durée dans le temps. Et ça c'est l'avantage des encres UV, elles sont vraiment solides et elles résistent relativement bien dans le temps. Maintenant vous dire est-ce que, vous voyez, on a quand même une désaturation des couleurs au fil du temps. Est-ce que c'est vraiment au bout de 3 ans, 5 ans ou 6 mois? C'est un peu dur, on va dire, à estimer. Si on continue, je vous ai parlé de la tête il y a quelques instants, bon, il rentre dans les petits détails, etc. Mais là, les autres points qui sont aussi intéressants, mais ce que font toutes les machines maintenant, c'est vraiment un enjeu très très fort, c'est avoir des systèmes en fait qui vont limiter les risques de bouchage de buse. Parce que tout le monde connaît les imprimantes classiques 2D, on va dire jet d'encre, des fois les buses se bouchent. Là, c'est encore pire, c'est des angles très spécifiques, notamment à cause du blanc, qui est
très chargé en pigments, qui doit circuler et tout. Donc voilà, ils annoncent des systèmes pour éviter donc les problèmes de maintenance avancée, les problèmes de bouchage, l'auto-nettoyage, etc., etc. Donc là, j'en suis à 2 imprimantes pour ce genre de système, donc le Fimek et la Xtool. Je vous cache pas que c'est une réalité qu'il faut très régulièrement nettoyer les têtes, c'est quand même une maintenance. On n'est pas sur la machine, on va lancer directement un print et puis on s'arrête, basta, et puis un mois plus tard on revient, on relance et tout marche nickel. C'est des machines qui doivent quand même tourner très très régulièrement. Donc là, à voir concrètement, c'est prévu pour, mais il faut vraiment, là je suis un peu mon Saint Thomas, je vais croire que ce que je vais voir. Ensuite, je vais en parler au début de l'introduction, on imprime sur quasiment tous les matériaux, les métaux, l'acrylique, le verre, le cuir, le papier, le bois. Attention, des fois, certains types de matériaux, vous allez éventuellement appliquer un petit produit, notamment certains métaux et verres, pour qu'il y ait une meilleure accroche. Bref, c'est pas très très compliqué pour ce genre de choses, c'est juste à savoir. Si je descends, voilà en bas, bien sûr, il parle de l'écosystème, et oui, c'est un point, j'en parle très 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 souvent. Avoir du super matos, c'est très bien, mais avoir du matériel, si le logiciel ne suit pas, c'est un peu embêtant. Et ayant moi-même testé effectivement du Agears, ils ont un très bon système logiciel pour l'impression 3D. Maintenant, à l'appliquer en 2D, on va voir, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt bien. Et donc pour la résine, ils ont leur propre résine pour leurs imprimantes 3D, qui sont plutôt très très qualitatives. Donc il faut supposer qu'on aura un écosystème qui va bien marcher. Allez, on continue, bien sûr, vous avez du style de création, d'IA, avec du prompt classique, ou de l'image vers la 3D pour les gens qui sont pas trop sûrs de la création, ou les gens qui fallait très vite pour faire une production, parce que là, on parle quand même de machines, on va parler du prix, mais quand même plutôt orienté pour faire de la vraie production, voilà, tous les différents trucs. Et surtout, vous avez la liste des accessoires qui sont donc voilà en dessous. Bien sûr, la solution pour la résine, mais là, et ça c'est un gros point très positif, donc la station pour la résine avec des réservoirs d'1 litre. Ce qui veut dire que là, si vous regardez bien, on a a priori 9 bouteilles en fonction des encres que vous allez avoir, vraiment à part. Et ça, c'est vraiment très très bien. Vous avez bien sûr l'axe rotatif, à voir comment il marche, bien sûr. Vous avez le plateau donc en A3+, vous avez le système pour faire des longues impressions sur des films, donc sous-entend qu'il y aura aussi des encres à mon avis flexibles pour le blanc, vous avez le convoyeur pour enchaîner voilà, les impressions à la demande, et bien sûr vous avez moyen d'imprimer sur des films, principalement faire tout ce qui est sticker. Donc les accessoires assez classiques vraiment dans l'ensemble. Pour continuer, autocalibration et tout, ça je veux dire c'est un petit peu normal maintenant, c'est le standard, mais ce qui veut dire que ça devrait normalement bien marcher. Et là ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils montent ça sur plutôt des matériaux transparents comme de l'acrylique, ce qui n'est pas toujours évident à cause de la transparence. Donc si ça marche bien sur des matériaux vraiment transparents, ça c'est quand même plutôt cool. Donc je vous parlais des encres il y a quelques instants. Voilà, ils ont quand même une maîtrise de la partie chimie, ce qui est quand même un point très fort sur ce genre de machine. Ils annoncent que l'encre, bien sûr l'encre, attention, lorsqu'elle est photopolymérisée, elle est durcie, elle est donc a priori compatible au contact sur la peau. Attention, je dirais, à voir ce genre de choses. Pourquoi il y a des cartouches et des choses assez fermées comme écosystème? Parce que c'est des encres, lorsqu'elles sont liquides, il faut vraiment éviter le contact avec la peau, c'est très très allergisant et il y a des risques de brûlure chimique avec notamment le contact avec les UV. Donc vraiment attention à ça. Donc a priori une volatilité, donc le côté gazeux si on peut dire, relativement bas et a priori voilà donc compatible avec un usage en interne, avoir la ventilation et tout. Donc là si on parlait il y a quelques instants, il y a différents types d'encre et même plus que je le pensais. Donc il y a des encres flexibles pour tout ce qui est tissu, les encres classiques pour donc le côté on va dire impression à plat, l'encre 3D et aussi pour le foil. Donc je pense peut-être du vernis, je ne sais pas trop là-dessus. Bien sûr il parle de l'acidité dans le temps, on en a parlé, et surtout pour l'impression 3D que apparemment leurs encres, donc pour le côté volume, résisteraient mieux dans le temps à la déformation. Donc dur pour moi de comparer avec d'autres marques, parce que j'ai des imprimantes multicouleurs faites avec d'autres machines, mais pas du multijet, donc j'ai pas moyen de comparer ce genre de choses. Et là après, bien sûr, si on voit, ils annoncent que c'est pour les entreprises qui vont faire du business, et bien sûr pour moi c'est la cible première de genre de machine. Vous avez après le côté art et tout, pourquoi pas, mais bon là on rentre dans des budgets assez importants. Et après il y a le do it yourself, le côté hobbyiste, où là vous avez quand même,
pour la passion, c'est vraiment génial, mais vous allez voir, on va quand même parler au niveau du prix. Là, on parle vraiment de volume 3D, de genre de choses, pas forcément que l'illustration à plat. Là, il donne quelques exemples, et surtout, ça donne des informations sur le prix je dirais des encres, des consommables. Pour l'impression 2D, voilà, ils disent, j'en ai déjà imprimé, hein, franchement, genre de choses. Vous vendez ça à 25$, vous avez même pas 1 millilitre de résine, vous êtes donc à 0,07 centimes pour, je pense qu'on va être à peu près donc à 10 centimes du millilitre. Je vous laisse faire les mathématiques. Là, le 3D print, on augmente forcément en volume, ça les gens ont du mal à le comprendre avec le FIMEC en particulier. Dès qu'on fait du bas-relief, ils disent « Ah mon Dieu, ma consommation d'encre !» Bah oui, on parle de volume et plus de choses à plat. Donc là, voilà, on est sur une consommation quand même, vous voyez, de 100 millilitres de résine. Donc tout de suite, c'est un gros volume. C'est un dixième de litre, c'est quand même pas anodin. Et donc là, on est à 8$. Donc ce qui veut dire que le litre d'encre devrait être dans les, à peu de choses près, 90$, on va dire 100€ avec les taxes, à peu de choses près. Ce qui est pas délirant pour ce genre de machine, j'insiste lourdement. Et le côté 3D print, voilà, le caméléon, quand même, on a une bonne taille, 20 cm par 110 par 77, donc c'est quand même déjà une belle pièce. On est à quasiment 1 litre, 926 millilitres de résine. Et là, on est à 25$, ce qui veut dire que les encres dédiées pour l'impression 3D, qui sont souvent des encres à part, et j'imagine plutôt l'espèce de blanc qui vont utiliser pour le gros de la partie, sachant que ce sera des encres classiques pour l'extérieur, doit être relativement moins cher. Et ça, pour moi, c'est hyper rassurant de voir des prix relativement bas pour le côté impression 3D et résine. Bref, on continue, il parle bien sûr de la filtration et tout, ça c'est super important. Le FIMEC sans l'accessoire, ça pue vraiment. L'Omni One sent très très peu. Ils ont fait un bon système sans avoir un système d'extraction complémentaire. Donc là, j'espère qu'ils auront un bon système. Mais là, ils le montrent en tout cas. Gros filtre, aspiration et tout. Ça peut être relativement bien. Voilà. Et donc pour le reste, forcément, ils parlent mise en place assez rapide. En gros, 30 minutes. C'est l'injection des encres dans le système, le nettoyage de la buse et tout. C'est pas très très compliqué. Et puis là, bien sûr, il parle du flux de production qui n'a rien d'extraordinaire. Et donc, je vous parlais des Gears. Ça fait quand même quelques temps. J'ai testé une de leurs machines, la Reflex RS Turbo, qui est une excellente machine. Écosystème un peu fermé. Ils l'ont rouvert comme un petit peu depuis, mais ça marche ultra bien. On est quand même plutôt dans le haut du panier. Et là, justement, je vais parler au niveau du prix. Mon cœur balance entre les deux, la G1X et la G1X avec le full 3D pack. C'est-à-dire que la G1X, ça va être pour moi la vraie concurrente, typiquement je pense de l'Omni One de chez Xtool. Je vous dis ça au doigt parce que j'ai pas toutes les informations malgré que j'ai la machine, on va dire, pas très très loin. Mais là voilà, on a une super tête d'impression qui est vraiment un côté standard. Vous avez donc 8 canaux, ce qui donne la flexibilité, notamment au niveau des encres, l'encre blanc, flexible folle, etc. Donc c'est quand même franchement très très bien. Donc vous voyez, ils vous le disent ici au niveau des encres supplémentaires. Les cartouches font quand même 300 millilitres. C'est bien d'ailleurs, c'est la découverte de l'information parce que les autres marques c'est un peu plus petit que ça. C'est bien d'avoir des cartouches aussi grandes. On a la résolution, la hauteur, etc. Je vais descendre un petit peu. La hauteur de 5 mm pour les bas-reliefs. Et là, par contre, le truc qui se trouve un petit peu dommage pour ce modèle, le G1 Starter Pack, c'est qu'au niveau de la tête d'impression, il n'y a pas d'agitation du blanc pour celle-là, et il n'y a pas le préchauffage, qui sont des éléments vraiment clés. Ce qui veut dire que même sans aller plus bas, pour moi, le seul modèle intéressant, enfin les deux seuls modèles intéressants, c'est vraiment la G1X. Alors, il y a une différence de prix qui est non négligeable entre les deux, mais franchement, j'ai peur que la G1 soit peut-être décevante, alors que la G1X, elle propose enfin, tout ce qui est super intéressant, c'est-à-dire que elle fait tous les modes d'impression et tout, et surtout par contre c'est ça que j'ai un petit peu de mal à savoir, c'est qu'il y a le full 3D pack à côté. Est-ce qu'on peut faire de l'impression 3D en 3D ou pas avec? Je ne sais pas trop, mais là vous avez effectivement le 3D layer, excusez-moi, il faut le côté 3D pack, et donc les $300 de différence entre les deux, rien que d'avoir le système d'expansion comme ça à côté, c'est vraiment la machine super intéressant. Et pour moi, pour vous dire que cette imprimante 3D UV va faire mal, on va dire, à l'industrie, et c'est vraiment un nouveau point de départ que j'attendais depuis très longtemps. Donc je suis super excité. J'ai pas eu de contact avec eGear, je sais pas si je pourrais la tester ou pas, mais je suis vraiment tenté à faire le Kickstarter, à investir dans la machine, tellement pour moi c'est le futur. Je vous le cache pas, maintenant il y a quand même des inconnus, c'est-à-dire quand est-ce que la machine va être disponible, quel va le vrai coût, on va dire, des consommables. La consommation, on peut vite la deviner,
c'est vraiment une question de volume. Et vous voyez, j'en parlais il y a quelques instants, si l'encre blanche ou l'encre spéciale pour la 3D est beaucoup moins chère, à quel point elle est beaucoup moins chère. Et là, l'enjeu va vraiment être ici. Est-ce que la maintenance va être, on va dire, présente, et aussi comment va être la partie 2D du logiciel, car pour vous dire, je vois le FIMEC, d'un certain point de vue, donc qui gère de l'ED, la 2D, c'est leur première imprimante UV 2D, mais j'ai donc l'Omni-One de Xtool, qui a tout l'écosystème Xtool, notamment pour la 2D, et ben entre les deux logiciels, même si celui de le FIMEC est très très bon pour une première version, si on peut dire, Xtool est vraiment au-dessus. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il en est, et à quel point Eger va être capable de mettre à jour régulièrement son logiciel. Mais c'est pas des débutants, ils sont sérieux. Donc maintenant, voyons le Kickstarter. Bien sûr, je vous ai mis le lien en description pour éventuellement faire la précommande. Le lien est affilié, hein, comme d'habitude, c'est un moyen de supporter effectivement la chaîne. N'hésitez pas à regarder en détail, tenez-vous au courant de ce genre de choses. Mais là, on est vraiment dans un tournant majeur de l'impression 3D multicouleur, je pense, en tout cas selon moi. Juste pour finir sur ce point-là, vous allez dire, bah ouais, mais 3000 balles la machine, c'est cher. Il faut savoir qu'il y a 14 ans, 13 ans, je ne sais plus, j'ai acheté ma première imprimante 3D résine, la Form One de chez Formlabs, à 3800 et quelques dollars. Donc en gros, à peu près le même prix que ça. Et j'ai pas regretté une seule seconde mon investissement, même si j'essuie les plâtres à ce moment-là. Mais si j'en suis là maintenant, c'est grâce à l'achat que j'ai fait. Et cette machine, à ce moment-là, les gens disaient « Ouais, c'est hors de prix » quand vous ne connaissiez pas. Sauf que les machines équivalentes, les moins chères, coûtaient 70 000 à 100 000 dollars. Donc le prix a vraiment droppé. Et bah, grâce à eux, c'est aussi pour ça que la résine en est là à l'heure actuelle. Et là, bah, ce genre de machine, bah ouais, 3200 et quelques dollars, ça fait cher. Je vais pas vous dire le contraire, mais eh ben, peut-être que dans 2 ans, on aura des machines comme ça à 1500 dollars, et dans 4-5 ans, on aura des machines comme ça à 800-500 dollars telles qu'on les a à l'heure actuelle. Donc, en gros, est-ce que vous voulez être des pionniers ou pas? Est-ce que vous voulez être des professionnels et rentabiliser ça ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Mais bref, je vais garder vraiment un œil dessus. Je vais voir si je peux tester la machine, ce qui serait vraiment cool. Et puis, bah, je vous tiens au courant. En tout cas, bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de machine, si ça vous semble être vraiment une révolution, ou alors, oula, j'attends de voir. Qu'est-ce que vous feriez avec? Est-ce que vous feriez un business? Je pense notamment à tous ceux qui font des miniatures à l'impression à la demande. Là, vous allez pouvoir en débiter relativement plein à des coûts relativement intéressants, multicouleurs. Bref, il y a plein d'idées de business. En tout cas, dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. Vous abonnez à la chaîne, vous likez la vidéo, vous la boostez si vous êtes sur portable, ce serait vraiment cool. Bien sûr, TikTok, Instagram, les news, etc. Le canal de Polyworkshop, le serveur Discord. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif encore plus avec ce genre de machine. Allez, des gros bisous. Bye bye.